Donc, si je poursuis avec cet agir mathématique-là, c'est un réseau conceptuel qu'on vous avait présenté lors de la première année pour ceux qui y ont participé. Donc, l'agir mathématique espéré se traduit par une réflexion sur votre conception des mathématiques, la vôtre et celle qui est véhiculée dans le programme. Donc, il faut déjà qu'on ait ces deux composantes-là pour que ça puisse ça puisse s'appliquer dans vos centres. Évidemment, bien, il faut que, si on veut être capable de changer notre conception de ce que c'est faire des maths, puis être capable de bien comprendre ce qui est véhiculé dans le programme, bien, il faut le mettre dans une perspective de c'est quoi une riche activité mathématique. Et là, on vient de le voir. On vient de voir les différentes composantes associées à une riche activité mathématique. Mais, et toutes ces composantes-là se traduisent dans notre programme de 80, de 90 et encore plus avec le plus récent, sur l'importance qu'on doit accorder à la résolution de problèmes. L'importance accordée à la résolution de problèmes se traduit par deux éléments importants. La résolution de problèmes comme formule pédagogique, on utilise l'approche par problème pour faire apprendre. Et qu'est-ce qu'on veut faire apprendre? On veut faire apprendre dans notre programme des savoirs. Puis les savoirs, bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a la dimension conceptuelle, puis il y a la dimension procédurale. Ce qu'on a tendance à voir comme trace écrite chez nos élèves, ce sont les processus. Nous, ce qu'on aura à se poser comme question, quel genre d'activité on favorise dans la classe pour s'assurer qu'on développe une compréhension en profondeur de la dimension conceptuelle. Et évidemment, bien, ce qui se traduit par nos exigences relatives à l'évaluation, c'est qu'on veut faire apprendre des savoirs, mais on doit aussi faire apprendre des stratégies de résolution qui sont présentées dans nos programmes. Et nous, notre travail dans cette prochaine année-là, c'est de rendre explicite toutes ces stratégies de résolution-là, de manière à ce qu'on puisse se développer ensemble des répertoires de stratégies qu'on pourra partager à nos adultes. Je dirais que ce qui est la beauté du programme d'éducation aux adultes, c'est notre approche courte. Notre approche courte nous permet de vraiment penser en termes de stratégie de résolution et que ça soit plus facile de les rendre apparentes pour nos adultes. Ce qu'on a moins au secteur jeune. Et je vous dirais même, la semaine dernière, j'ai présenté au GRMS et j'ai présenté des choses qui sont faites en éducation aux adultes et le secteur jeune était jaloux de voir un peu tout ce travail qui avait été fait sur les stratégies de résolution propres à chacun des champs mathématiques parce que c'est un travail qu'ils ont plus ou moins fait du côté du secteur jeune et ils se rendent compte que c'est là qu'ils auraient dû travailler davantage pour favoriser la résolution de tâches complexes. Et ça m'amène à l'autre volet de l'importance de la résolution de problèmes en tant que formule pédagogique pour faire apprendre, mais il y a aussi une finalité importante qui se traduit par l'évaluation. On veut que nos adultes apprennent à résoudre des problèmes, pas n'importe quels, des problèmes dits complexes, dont le contexte est issu de la vie. Donc, ça, c'est vraiment une condition importante qu'on a au secondaire et en éducation aux adultes. Des problèmes dits complexes et dont le contexte est issu de la vie. Donc, si on veut résoudre des problèmes dits complexes, on doit donc s'engager dans un processus qu'on a nommé processus de mathématisation. Je vous rappelle que le processus de mathématisation, il a été nommé comme tel pour simplement éviter la confusion avec le cours modélisation et algèbre. Tous les cours qui sont sous le chapeau de modélisation et algèbre portent le nom de modélisation. Et si vous êtes intéressé à lire des travaux qui s'intéressent à la résolution de problèmes dont le contexte est issu de la vie, vous risquez de lire processus de modélisation et processus de mathématisation. Moi, pour le secteur adulte, j'ai choisi de prendre l'expression processus de mathématisation pour éviter cette confusion-là avec nos cours et le processus. Mais si vous êtes intéressé à en lire davantage sur des manières d'engager l'élève dans la résolution de problèmes dont le contexte est issu de la vie, vous pouvez aller chercher avec modélisation d'un problème aussi. Vous devriez trouver des articles intéressants. Avec tout ce qu'on vous demande de lire, avec ce que Pauline nous a demandé de regarder dans les vidéos et moi les textes, vous risquez d'être très chargé, vous n'aurez même plus le temps d'enseigner dans les prochaines semaines. Donc, si on pense à l'agir mathématique, qui se traduit par l'importance accordée à la résolution de problèmes, je vous avais mentionné tout ce travail-là qui doit nous engager vers la résolution de tâches complexes. Ça nous engage dans une transformation du regard qui est porté au savoir. Qu'est-ce qu'on veut faire apprendre à nos adultes? On est donc passé de savoir redire, être capable de savoir refaire, donc où notre manière d'apprendre était davantage façonnée vers
la résolution de problèmes dont il y a eu préalablement une introduction des contextes et des savoirs. On était là dans les années 80. On a tenté déjà en 90 de faire le saut vers l'importance de valoriser dans l'apprentissage cette manière de saisir des occasions pour apprendre à comprendre notre monde. Donc, à émettre des hypothèses, essayer de voir comment l'explorer, ce monde-là, comment on pourrait s'y prendre. Et ça se traduit dans notre plus récent programme par un adulte qui doit apprendre de lui-même à reconnaître les savoirs en jeu. Donc, on ne les nomme pas. On veut voir si l'adulte reconnaît que les savoirs sont des outils potentiellement intéressants pour résoudre un problème. Et ça pousse donc l'apprentissage visé à savoir quand un concept ou un processus particulier est pertinent et pourquoi il l'est. Pour être capable de le modéliser, il faut nécessairement s'engager dans le pourquoi. Donc, tout ça, ça nous engage dans de la proposition de tâches complexes où les savoirs ne sont pas nommés. Et ce qu'on espère, c'est voir si l'adulte les reconnaît. Notre chance, contrairement au secteur jeune, c'est que lorsque je me présente en passation d'épreuve, quatrième secondaire, le cours de modélisation et algèbre, je me doute bien que les savoirs que je devrais mobiliser seront des savoirs du cours modélisation et algèbre, puisque je viens de compléter ce cours-là. Donc, ça réduit déjà de beaucoup les savoirs que je peux mobiliser, contrairement au secteur jeune. Et ça, il faut le reconnaître. J'entends beaucoup de craintes par rapport à la résolution de tâches complexes pour nos adultes, mais j'ai envie de dire, oui, c'est vrai que ça sera plus difficile qu'auparavant, mais on est gâté par rapport au secteur jeune quand même. Parce que les savoirs à mettre en jeu, je pense que faire le tour, quand on fait des itérations, qu'est-ce que je pourrais donc bien modéliser? Bien, quand on est au secteur jeune, ça peut être des concepts de géométrie, ça peut être des concepts d'algèbre, ça peut être probabilité statistique. Dans notre cas, c'est quand même balisé par notre façon d'enseigner au secteur adulte, qui est une approche courte. Et il y a aussi un autre élément important, on a choisi de poursuivre dans cette, je dis on n'est pas moi, là, mais quand j'analyse notre système en éducation aux adultes, on a quand même choisi de poursuivre sur une manière de sanctionner la réussite sur une passation une fois, à un instant donné. Suite à mon cours, je vais réaliser le test qui est proposé. Donc, ça incite aussi à quand même pas avoir 14 tâches complexes à résoudre parce qu'on n'a pas le temps pour le faire. Donc, on limite, c'est le choix qu'on a fait à 3. Donc, on conserve en tête cette transformation du regard qui est porté sur les savoirs, qui nous invite donc à penser le développement dans nos classes d'une compréhension dite en profondeur. Il faut que vous dépassiez l'enseignement qui vise à appliquer un algorithme, à appliquer une règle apprise ou à appliquer un théorème. Il faut vraiment là, viser, si vos fascicules ne le permettent pas, il faut rajouter des questions qui vont inviter votre adulte à réfléchir sur pourquoi ce processus-là serait pertinent d'appliquer dans certaines situations, comment je vais l'appliquer, pourquoi dans telle situation ce concept-là serait pertinent, et s'il y a plusieurs processus qui peuvent être appliqués, dans quelle situation c'est plus pertinent d'appliquer la règle versus, par exemple, la règle qui pourrait être notre forme factorisée versus à un autre moment qui serait ma forme générale. Pour quelle situation c'est plus pertinent de prendre cette règle-là pour la fonction de second degré versus une autre? Ça, c'est le genre de questions qu'on doit planifier dans notre classe en vue justement d'une passation. Il faut que ça se passe dans l'apprentissage et non en évaluation. Donc, ça devrait colorer votre enseignement. Je dirais, si ça ne se retrouve pas dans vos cahiers qu'on vous vend, bien, il faut que vous l'ajoutiez. Créer ces espaces-là de réflexion sur pourquoi ce processus-là serait intéressant et dans quelle situation je pourrais l'appliquer. Parce que ce qu'on vise, c'est que notre adulte soit flexible par rapport à l'application d'une diversité de processus qui lui sont enseignés. Donc, je vous rappelle, on veut développer une compréhension en profondeur. Ce que ça veut dire, c'est développer un jugement critique par rapport à la diversité des processus qui sont à apprendre dans un cours donné, mais surtout apprendre à évaluer la pertinence d'un processus par rapport à un autre et l'efficacité. C'est notre gros enjeu quand on pense enseignement, c'est là. Comment développer une compréhension en profondeur. Donc, si je poursuis, bien, nous, dans le cadre du projet de formation, quand j'ai commencé à collaborer avec Michel au départ et maintenant avec Pauline, c'est toujours se dire comment on peut développer une compréhension relationnelle
qui est selon les auteurs, la compréhension relationnelle, c'est compréhension en profondeur. Donc, comment on peut développer une compréhension relationnelle dans une perspective d'accompagnement de l'adulte dans le traitement efficace de situation, hein, parce que notre approche par compétence vise à apprendre à nos adultes à traiter efficacement les situations. C'était la définition qu'on s'était donnée. Nous, c'est ce qu'on vit. Ça va se traduire comment? Ben, par quelles questions? C'est quoi les situations qu'on doit viser en fin d'apprentissage ou encore en évaluation? Les situations, ça va être des situations dont le contexte est réel. Réel si vous procédez par expérience. Par exemple, vous pourriez utiliser la technologie pour collecter des données, puis essayer, par exemple, de reconnaître un modèle qui est en jeu. Invitez votre adulte à s'engager dans un processus de modélisation à partir de collecte de données pour justement constater peut-être s'il est en présence d'une fonction de premier degré ou non. Et si c'est des problèmes présentés en mots, bien, ce qu'on dira, c'est avoir des problèmes dont l'habillage est un contexte dit réaliste. Une autre contrainte, il faut que les situations qu'on propose exigent la mobilisation non pas uniquement d'un seul savoir, mais d'une combinaison de savoirs. On doit en avoir plus qu'un. Et dans le cadre de nos cours, il faut que nos situations qu'on choisit, c'est un critère qui a été retenu par les concepteurs d'épreuves, ça doit nécessiter la mobilisation d'un ou de plusieurs procédés intégrateurs. Donc, évidemment, quand on fait une lecture de nos programmes, de chacun de nos cours, il ne faut pas négliger les procédés intégrateurs. Ils vont vous aider à développer des situations d'apprentissage qui ne seront peut-être pas présentes dans vos cahiers qui sont actuellement en vente, mais que vous pourriez créer des situations qui vont favoriser les apprentissages. Donc, on va garder ces critères-là tout au long de notre année lorsqu'on va penser développement de situations d'apprentissage ou encore analyse de situations d'évaluation. Quand on parle de procédés intégrateurs, ce qu'ils sont, ça regroupe des actions, donc des savoir-faire appropriés au traitement de la famille de situations. Pardon, je m'excuse, il manque un S ici. Donc, pour un cours donné, ces processus-là renvoient à des actions qui doivent être mobilisées. Et ces procédés intégrateurs-là ont une autre fonction. Ils fournissent, ça donne un but pour contextualiser l'intégration des savoirs et des compétences. Donc, il n'y a rien de mieux que de regarder un exemple. C'est assez petit. Je vous invite à prendre le zoom avant que vous avez tout en bas à la droite. Si vous voyez un petit peu moins bien, là, vous avez la section au zoom avant que vous pourriez utiliser pour bien voir. Donc, moi, j'ai pris un exemple dans le cours de modélisation et algèbre de troisième secondaire. Si vous lisez, par exemple, les procédés intégrateurs, on vous dit que dans les familles de situations, on devrait développer des situations qui encouragent la représentation de la situation, soit par un modèle algébrique, on entend la règle, ou encore une modélisation qui va s'appuyer sur une représentation graphique. Donc, vous pourriez proposer des contextes de vie où l'élève pourra collecter des données ou encore les données lui seront fournies et il aura à représenter le tout sous forme graphique et peut-être même chercher la règle qui est associée. Ce qu'on vise aussi beaucoup, c'est l'interpolation et l'extrapolation de données. L'interpolation de données, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque j'ai un ensemble de données qui sont déjà fournies dans la situation, je peux, par exemple, supposons que mes données, je m'intéresse à la distance parcourue par rapport au temps. Puis les temps que je fournis c'est collecté en minutes, puis ça va de 0 minutes à 60 minutes, supposons. Mais j'ai collecté aux 5 minutes. Mais je pourrais, par exemple, demander, en supposant que je marche à vitesse constante, par exemple, je pourrais te demander de faire de l'interpolation en demandant, mais à 7 minutes, quelle distance aurais-je parcouru? Sachant que dans la table de valeurs fournie, je n'aurais fourni que des données qui font une itération aux 5 minutes. Donc, interpolation, je passe dans les données que j'ai déjà et je subdivise les données que j'ai. En extrapolation, je vais au-delà des données qui sont fournies. Donc, quand on pense à une représentation graphique, je pourrais faire une lecture de la distance parcourue en simplement allant lire sur le graphique. Mais lorsque je fais de l'extrapolation, je vais au-delà de la plage de données qui est fournie. Par exemple, je pourrais dire, et dans 2 heures, quelle distance aurais-je parcouru si je continue de marcher au même rythme? Et là, à ce moment-là, on parle d'extrapolation. Donc, si je fais un graphique, ce n'est pas vrai qu'avec le graphique que je vais avoir construit en utilisant uniquement les coupes de données qui me seront fournies, que je pourrais faire de l'extrapolation. Soit que je vais devoir poursuivre la représentation graphique ou encore trouver une règle pour être capable d'extrapoler.
Donc, ça, c'est un autre exemple de procédé intégrateur qu'on retrouve dans ce cours-ci. Donc, il faut fournir des situations où l'adulte aura à interpoler ou à extrapoler. Son extrapolation, son interpolation, il pourra le faire graphiquement par une lecture graphique ou encore à l'aide de la règle. Et l'autre beau procédé intégrateur, dans ce cas-ci, serait la généralisation d'un ensemble de situations à un modèle. Ce que ça voudrait dire, ça, par exemple? Ça pourrait être une activité tout simplement d'association où il y a différents contextes de vie qui sont différents, mais on demande tout simplement à l'adulte de regrouper les situations pour lesquelles il trouve qu'une modélisation à l'aide d'une fonction du premier degré serait applicable. Ça sera un bel exemple d'activité, d'apprentissage qui vise la généralisation d'un ensemble de situations qui peuvent être accolées, par exemple, à la fonction du premier degré. Là, je vous ai expliqué déjà les procédés intégrateurs qui renvoient au cours de troisième secondaire, modélisation et algèbre. Mais lorsqu'on sera en face à face en novembre, on va revenir sur ces procédés intégrateurs-là et on va les comparer pour tous les cours qui traitent de modélisation et algèbre, secondaire 3, 4, 5, en revoyant des activités qu'on peut développer pour développer ces procédés intégrateurs-là. Ce qu'on doit pour le moment reconnaître, c'est que notre programme a mis des conditions pour les situations qu'on doit proposer par moment. Lorsqu'on est en apprentissage, on ira proposer des contextes réalistes, mais ce n'est pas obligé de le faire toujours. Mais quand on est en évaluation, ce sont les critères qu'on a retenus. Ces situations d'évaluation-là doivent être ancrées dans nos procédés intégrateurs, d'où l'importance de les savoir, vous aussi pour l'apprentissage. Si